Bonjour Monsieur Bourriette, bonjour Gérard. Merci de nous accueillir dans tes bureaux. Tu nous as fait visiter l'entreprise. C'est fort sympathique. Léo a installé là depuis quelques heures maintenant. Toute la visio. T'as pas posé de problème. Ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ce que je voudrais souhaiter, c'est que tu présentes un peu l'entreprise aux membres du MEDEF, de l'Union des entreprises, et puis après, je vais te poser quelques questions. Okay. On est entre nous, ça va bien se passer. Bon, merci d'abord de votre déplacement. Bon voilà, moi je suis content de vous recevoir. Le centre, donc, il existe depuis 1991, si ce n'est que pas dans cette situation géographique, puisque le centre était positionné au centre-ville. Mais bon, le problème majeur du stationnement en particulier, de la circulation, nous a fait nous délocaliser presque, mais pas délocaliser puisqu'on était à Tarbes, nous déplacer pour venir ici. Donc on est sur la zone de Bastillac. Alors ce centre, donc, il a 5 salariés et à peu près 20 intervenants qui participent donc à toutes les actions qui sont menées par le centre. Le centre a plusieurs actions dans plusieurs domaines, même si le domaine principal, ça reste dans tous les cas la circulation routière. Alors soit dans le domaine de la formation, soit dans le domaine éventuellement de la sanction, puisque on peut aussi se poser la question, est-ce que la formation est un axe ou est-ce que la sanction est un axe de prévention? Moi je pense que oui. Bon, donc il a ces deux domaines-là en particulier, la formation des futurs enseignants, et ensuite, malheureusement, aussi peut-être, ou heureusement, suivant comment on voit la chose, dans le biais de la prévention, par le biais des stages donc qu'on réalise dans le cadre du permis à points, ou aussi dans le cadre des stages de justice. Voilà, globalement, quelles sont les missions principales du centre. Après, il y a tout un tas d'autres missions, axées sur un autre type de formation. On s'occupe aussi de la formation des futurs conducteurs de taxi. Donc, il y a, dans l'entreprise, donc, on a une partie de l'entreprise qui travaille aussi sur ce déplacement et sur ces titres que sont les taxis et les chauffeurs de taxi. Voilà, à peu près. Diversifié. Oui, c'est globalement diversifié. Il y a plein de missions qui sont attribuées au centre par le biais des agréments qui sont délivrés. On a une obligation de détenir des agréments préfectoraux. Et donc, à partir du moment où on répond aux exigences de la réglementation, eh bien, en fait, le préfet, en l'occurrence, ou la préfecture, délivre ces agréments. Et on détient effectivement beaucoup d'agréments au niveau du centre. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de collaborateurs, certes non salariés, mais intervenants, qui participent à toutes ces actions. Voilà, en quelques mots, donc, ce qu'on peut dire sur le centre, qui fonctionne très très bien. Je crois que on est toujours trop souvent en train de se plaindre. Moi, j'aurais envie de dire que quand ça va bien, ça va bien. Et je crois qu'il faut le dire aussi. Et il me semble qu'effectivement, le centre fonctionne relativement bien. J'espère que ça va perdurer. Et Gérard, ta situation par rapport au métier, par rapport au 65, au département, parce qu'on connaît pas trop le métier, l'auto-école, et tout ce qui va avec, toutes ces formations sur les récupérations de points. Tu parlais tout à l'heure de chauffeur de taxi, je savais pas, tu vois, je l'ai appris aujourd'hui. Tu fais taxi et VTC aussi ou... Ah oui, on fait les formations de taxi et de VTC. Donc tout ça, ça se sait pas. Donc si tu pouvais aussi nous le dépeindre par rapport au départemental, est-ce qu'il y a d'autres structures où tu es le seul Alors, globalement, une structure comme celle-là, c'est la seule qui est dans le département. Il y a quelques petits points qui peuvent travailler un peu sur le permis à points, quelques petites entreprises qui font ça. Mais donc, au niveau de la formation et de l'ensemble de ces formations, non, c'est le seul centre qui soit comme celui-là. Après, c'est vrai que on touche beaucoup de monde, des individus qui viennent en formation ou des individus qui viennent dans le cadre du permis à points, etc., etc. Mais cela étant, donc, on a le secteur de l'auto-école représente peu d'entreprises. Ça représente à peu près en France 12 000 entreprises, 25 000 collaborateurs, et ça génère un chiffre d'affaires à peu près de 2 milliards par an. Bon, donc on pèse pas lourd dans la balance. Mais là où on peut peser lourd dans la balance, c'est dans le domaine de la sécurité. Je pense que le premier maillon de la chaîne concernant la sécurité routière, et concernant notamment la sécurité routière aussi en entreprise, par rapport aux accidents du travail, oui, je pense qu'on peut peser et qu'on peut peut-être aussi permettre finalement d'améliorer les choses. Voilà, maintenant ça dépend de la formation qui est distribuée, des enseignants qui vont ensuite donc se diriger vers la formation, mais sur les Hautes-Pyrénées, oui, je peux vous dire qu'on est globalement tout seul à faire tout ce travail. Et ces deux secteurs en particulier, parce que le secteur de l'enseignement, le secteur de la sanction aussi quelque part, et le secteur donc des taxis, qui est un secteur un peu à part, mais qui appartient au centre de formation, qui génère quand même beaucoup de travail aussi. Beaucoup, notamment d'ambulances et d'ambulanciers,
envoient leurs salariés en formation de taxi. Donc ça veut dire que oui, on brasse quand même beaucoup de gens toute l'année dans toutes ces formations. Et sur la conduite, tu fais auto, moto Alors moi je fais pas du tout d'auto-école, c'est pas mon secteur d'activité. Moi je m'occupe des enseignants, je m'occupe de leur formation de base, je m'occupe de leur réactualisation de connaissances, mais je touche pas du tout à l'activité de l'auto-école. L'auto-école dans le département représente aussi une 50aine d'entreprises, mais pas beaucoup plus. Donc voilà. Mais moi c'est pas mon domaine. Mon domaine d'activité, il est dans la formation et il est dans la prévention. Il est aussi un peu dans le domaine juridique. Donc mais le domaine pur et dur de l'enseignement on permet de conduire, non, c'est pas mon domaine. Je touche pas à ça. Est-ce que vous avez été impacté là par la crise ukrainienne, tout pareil, le gasoil, l'essence? Alors je pense que l'auto-école, elle, est largement impactée. Largement impactée. Il parcourt beaucoup de kilomètres. Bon, donc dès le moment effectivement où on va se servir de l'outil voiture, on est touché par le biais ou par le problème que peut représenter le carburant. Au-delà de ce problème de carburant, est-ce qu'on est touché par la crise? Moi, j'ai envie de dire non. Je crois qu'on n'est pas touché par le biais, ou pas encore dans tous les cas, par le biais de l'énergie, hormis le déplacement, hormis le carburant. Non, je crois que le monde dans lequel je vis professionnellement, pour l'instant, n'est pas trop touché par cette problématique-là. Et sur l'évolution des normes, est-ce que vous avez eu un impact les 10 dernières années ou c'est stabilisé chez vous, c'est le calme plat sur les habilitations? Non, c'est pas le calme plat. Non, c'est pas le calme plat. Je trouve que on devient ça devient très compliqué quand même. Je reconnais que pour des petites entreprises, voilà, la question peut se poser en ces termes-là. Une grosse entreprise, éventuellement, elle a peut-être le personnel largement habilité à travailler. Les petites entreprises comme les nôtres, elles sont confrontées à un problème aujourd'hui, si ce n'est de normes, de règles, mais dans tous les cas, on est confronté à une nouveauté pour toutes les entreprises, le Calliope, qui est les labels. Bon, tout ça, ça génère un travail énorme. Un travail énorme administratif. C'est pas un travail de formation, c'est pas un travail qu'on peut confier, ni qu'on confie aux formateurs. C'est un travail qu'on confie à l'administratif de chaque entreprise. Mais nous, ça nous demande effectivement un gros travail. Et ça nous demande de mobiliser finalement des salariés de l'entreprise à ne faire que ça. Donc oui, moi je trouve que en matière administrative, de plus en plus, ça se complique. Moi j'avais cru comprendre qu'on irait vers une administration qui serait plus simple pour les entreprises. J'avais cru l'entendre aussi par la même occasion. Il me semble qu'on va tout à fait à l'inverse de ce que j'avais cru comprendre. Alors peut-être moi qui ai mal compris, mais je pensais qu'on aurait moins de charges administratives. Non, je m'en compte, on en a de plus en plus. Donc, on doit s'adapter. Et que ça nous oblige, oui. On doit répondre dans tous les cas à ces obligations. Parce que là, ce sont des obligations. Le Calliope, par exemple, pour nous, veut dire que si on ne répond pas à ces exigences-là, on n'aurait plus aucun financement. Voilà, ça veut dire qu'on est bien obligé d'en passer par là. Donc, oui. Et au niveau recrutement sur le département, est-ce que ça vous complique un petit peu l'existence? Oui. À ce jour, dans ce domaine, dans ce secteur d'activité, l'offre est beaucoup plus importante que la recherche par les individus. Ça veut dire, oui, on a aujourd'hui un déficit énorme d'enseignants. Bon, et c'est pas spécifique à notre département, c'est spécifique à toute la France. Je reçois, je dis pas tous les jours, mais pas loin, des offres d'emploi. Je suis totalement incapable de proposer quelqu'un parce que je n'ai personne à la moi j'ai une formation de futurs enseignants, donc ils débutent globalement, mais ils ne sortiront que 8 mois plus tard, ils sont déjà tous embauchés. Ils ont déjà tous un travail. Donc oui, nous on est confrontés à un problème, effectivement, c'est dans le monde du recrutement d'enseignants, mais aujourd'hui on est en difficulté pour trouver, et peut-être que là aussi se pose la question, est-ce que l'orientation vers ces métiers est réellement efficace? Est-ce qu'on communique bien aussi, peut-être par la même occasion? Est-ce que on explique bien aux gens que la formation génère globalement à 100% un travail? Je sais pas, je connais pas bon dans la communication. C'est pour ça aussi que finalement, pas assez de gens viennent vers ce type de formation, et donc le secteur d'activité, ensuite le secteur professionnel, se trouve confronté à cette problématique de ne pas trouver de collaborateurs. Moi, je pense que ce sont des métiers où il y a des débouchés. Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité qu'on puisse expliquer?
Ça veut dire aujourd'hui, hein, les futurs enseignants, bon, ils sortent avec un diplôme de bac+2. Bon, ça veut dire que, bah, à la base, ce qu'il leur faut, c'est quand même avoir quelques notions, hein, quelques compétences en matière d'expression orale, en matière d'expression écrite. On leur demande quand même d'avoir effectivement quelques éléments qui leur permettra demain d'enseigner, parce qu'ils vont enseigner. Bon, ça veut dire c'est pas simple aussi l'enseignement. Puis aussi, faut-il avoir un peu la vocation. Je pense que si on ne rentre dans ces domaines-là que pour un problème alimentaire, c'est sûr qu'à court terme, on pourrait voir des gens qui vont sortir aussi. Mais après, je crois que le métier d'enseignant est un bon métier. Bon, mais il me semble qu'effectivement, là aussi, peut-être qu'on ne le met pas assez en lumière, et donc on n'a pas, ou les gens n'ont pas les informations nécessaires. Voilà, c'est ce qui certainement. Et puis peut-être aussi que là, il faudrait que l'emploi, que toutes ces structures s'intéressent aussi peut-être à ce type de métier. Je pense qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin dans ces démarches-là. Il y a combien d'individus en ce moment en formation? Une session, c'est combien? En moyenne, on est sur une quinzaine. Hein. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'on est sur une quinzaine d'individus, parce qu'après, au-delà, dans tous les cas, dans les groupes, ça pose des problèmes. Donc, voilà. Mais en moyenne, une session, 15 individus. Voilà. Qui sont recyclés directement dans les entreprises. Oui. Parce que par le biais des stages, oui, non, pas que de regarder. Non, moi je reçois des gens de partout en France. Donc là, par exemple, j'ai deux élèves qui viennent de Nouvelle-Calédonie. Moi, j'en ai de partout en France. Donc, le centre, il s'est diversifié grâce notamment à une action qui s'appelle l'Action Post-Permis. Il s'est diversifié, mais surtout, il a pris une ampleur un peu nationale grâce à ça. C'est-à-dire qu'on a été le seul centre à travailler en direct avec le ministère de l'Intérieur, avec sur la problématique du post-permis, de l'après-permis. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a obtenu le permis? Et donc, on avait une déléguée interministérielle qui était Isabelle Massin, qui a souhaité mettre finalement, ou d'abord étudier ce qu'on pourrait faire. Et à partir de là, dans le centre a été choisi, et d'ailleurs il a été aussi un peu construit pour ça, il a été choisi pour mener une expérimentation nationale, qu'on a menée donc avec un gros groupe qui s'appelle les AGF, aujourd'hui c'est Alliance, et donc on a travaillé avec le ministère, avec l'assureur, et ça nous a amené à collaborer avec un bon nombre d'individus partout en France. Et donc aujourd'hui on a cette retombée-là, parce qu'on a un bon nombre d'individus, effectivement, qui reviennent vers le centre pour cette formation-là, ou d'autres types de formations. Mais on a eu cette renommée un peu nationale grâce à tout ça. La télé est venue s'inspirer de ce qui se faisait, venir voir ce qui se faisait, etc. Et donc on a eu cette portée importante grâce à cette action-là, en particulier. Donc, très bien. Sur notre sujet, à part le rugby, parce que j'ai vu qu'il y avait des photos de rugby partout dans les couloirs, quels sont les atouts d'après toi que l'on détient sur ce beau département des Hautes-Pyrénées? Moi, je crois qu'on en détient. Qu'est-ce qui nous manque peut-être aussi? On peut se lâcher ici. Oui. Qu'est-ce qui nous manque? La communication. Quels sont les atouts? Alors moi, je suis en poste aussi à Paris, parce que j'ai eu une mission pour le ministère qui était la coordination. Et donc, je viens de passer là 10 ans à Paris, enfin entre Tarbes et Paris. Donc, je me rendais compte d'une chose, c'est que quand j'évoquais avec les Parisiens le département des Hautes-Pyrénées, d'abord, peu de gens le connaissent. Ça a commencé comme ça. Deuxièmement, quand on en discutait, quand on regardait éventuellement ou des photos, je me rendais compte aussi que les gens, ils étaient quand même un peu, si ce n'est émerveillés, on n'a pas rêvé non plus, mais qu'ils étaient quand même un peu attirés. Mais il y a le problème du travail. Mais aujourd'hui, il me semble que le Covid a entraîné des conséquences négatives, c'est certain, mais aussi peut-être une conséquence positive, qui est le télétravail. Je me rends compte que si on avait la capacité d'aller peut-être au-delà de ce qu'on fait, dans certains métiers aussi, je pense qu'il y a un bon nombre de gens qui pourraient être attirés par des départements comme les nôtres. Si tant est qu'ils puissent y travailler, bien entendu, et éventuellement, mais je pense qu'on a un atout qui est fort, c'est l'aéroport aussi, avec une ligne directe entre Tarbes et Paris, je me dis que ça c'est un élément fort. Donc, je pense qu'on pourrait attirer des gens, alors, par le biais du tourisme, c'est une chose, mais pas que par ça, par le fait d'avoir une vie un peu différente entre la vie des grosses métropoles et la vie dans un département comme le nôtre. Mais moi, je pense que les gens sont sensibles aujourd'hui à ça, et que le Covid a entraîné en plus cette chose-là. Donc peut-être que ce qu'il nous faudrait, c'est faire de l'information, beaucoup plus qu'on ne le fait, dans ce domaine-là aussi. Et je pense qu'à nouveau, l'information et peut-être un peu de pédagogie pourrait aussi nous ramener des gens vers ce département qui est quand même un beau département. Un très beau département. Ouais. Avant de parler du MEDEF, j'ajouterais aussi que tu nous parles un petit peu de sécurité routière au sein des entreprises. On est tous entrepreneurs, oui. On a 130 entreprises, on représente 25 000 salariés sur le département. Oui, c'est sûr. La sécurité routière dans les entreprises, notamment dans les entreprises de BTP ou
nous, on a les gars tout le temps à l'extérieur, ils partent le matin, ils reviennent le soir, ils reviennent en fin de semaine. On les a à risque sur les autoroutes, sur les nationales, les départementales. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot là? J'ai regardé, je me suis un peu intéressé donc au plan de prévention du risque routier en entreprise, puisque toutes les entreprises sont liées à ce plan. Donc j'ai regardé sur l'année 2021, on a 53 000, alors c'est sur la France, si on s'entend bien, on a 53 000 personnes qui ont été victimes pendant l'acte de travail d'un accident de la circulation. Bon, donc on s'entend bien, c'est ou l'accident en mission, ou le trajet donc aller-retour vers le domicile. Alors j'ai regardé deux chiffres, j'ai regardé les journées d'arrêt de travail. On a 8 millions de journées d'arrêt de travail sur l'année donc 2021, ce qui génère globalement le fait que 18 000 salariés seraient arrêtés tout au long d'une année. Ça veut dire que effectivement, ça pèse drôlement sur les entreprises. Mais il me semble que l'entreprise, alors bien sûr l'entreprise au sens large du terme, elle n'est pas touchée ou elle n'est pas sensibilisée à cette chose-là. Je pense qu'on se dit que l'accident, bon, ça arrive toujours, mais un peu pour les autres. Donc, est-ce qu'on mène un vrai travail dans ce domaine-là? La réponse est non. Puis aussi, il y a une raison. C'est que l'entreprise, même quand elle cherche finalement dans tous les cas, un prestataire qui pourrait l'aider à mettre en œuvre au sein de l'entreprise une action de sensibilisation, elle trouve pas parce qu'il y a peu de gens qui auraient la capacité d'aller vers cette entreprise-là. Donc oui, je pense qu'on pourrait développer largement un axe de travail et surtout un axe de prévention si on travaillait avec les entreprises. Là aussi, les gens, la piqûre de rappel, on obtient tous le permis de conduire à 18 ans ou à 19, bon très bien, ok. Et puis on va traverser toute notre vie de conducteur, on estime qu'on aura 50 années pleines de conduite dans notre vie. Et nous, on va traverser toute notre vie de conducteur sans qu'il n'y ait jamais de piqûre de rappel. Jamais. Sauf qu'on soit pris en infraction. Si je commets une infraction égale ou supérieure, éventuellement à un mois, j'aurai une visite médicale obligatoire. Chose qui n'est pas le cas si je commets pas d'infraction. Et même en faisant ça, je n'aurai pas éventuellement de piqûre de rappel. Sauf dans le cadre du permis à points. Le permis à points, c'est un outil de prévention. C'est pas un outil de répression. Même si les gens le perçoivent comme ça. Bon, donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne serait pas utile qu'au sein de l'entreprise, ce plan de prévention du risque routier soit peut-être formalisé un peu différemment, mais qu'il entraîne dans tous les cas les entreprises à mettre en œuvre ou à mobiliser éventuellement quelques acteurs pour faire cette prévention qui me semble quand même drôlement utile. On se rend compte quand on fait de la prévention qu'il en reste quand même toujours quelque chose. Voilà. Au-delà de l'accident de travail, il y a l'accident du salarié, même hors du travail. Ça veut dire quand même aujourd'hui, si on se posait ces questions, aujourd'hui, puisque allez, on est ensemble aujourd'hui, on peut se dire à peu près ceci. Depuis ce matin qu'on s'est levé, jusqu'à ce soir où on ira se coucher, tout ce temps qu'on est, il y a à peu près 10 personnes qui vont mourir sur la route. Sur la route. C'était comme ça hier, ça sera comme ça demain. La question à qui le tour? Et surtout, la grande question, c'est peut-on éventuellement arriver à lutter? Mais oui, on peut. Je crois qu'il n'est pas dû au dieu voiture sur son hôtel 10 victimes par jour. Ça, c'est pas vrai. Car en fait, on se rend compte que l'accident est totalement évitable. Et ça va être pareil pour l'accident du travail pur et dur aussi. Hein. La question, c'est que fait-on pour l'éviter? Moi, je dirais qu'à ce jour, on fait pas grand-chose. On attend que l'individu soit pris en infraction pour éventuellement l'entraîner vers la réflexion. Bon, il me semble que ce serait drôlement intéressant qu'on puisse le faire avant. Bon, voilà, donc, même si on a bien progressé dans ce domaine-là, et grâce notamment aussi au système répressif, il faut pas se voiler la face. Hein. Mais aujourd'hui, on est quand même à plus de 3000 morts, 3200 morts. On est à 70 000 blessés. On est sur un coût économique de 34 milliards d'euros par an de dépenses dues aux accidents. Ceux qui croient que ça rapporte de l'argent se trompent largement. Hein. Si je regarde sur la France ce que rapportent toutes les infractions confondues, toutes, on est à peu près à 1,6 milliard. Certes, quand j'annonce ça, si derrière je ne fais pas le comparatif avec ce que ça coûte, il est évident que les gens, mais c'est pour ça aussi que la communication me semble importante. La seule chose qu'entendent les gens, c'est ça. Ça rapporte 1,5 milliard, très bien. Mais on n'explique pas la suite. Donc 34 milliards d'euros de dépenses. Gérard, c'est une réflexion que vous menez au niveau parisien ou est-ce que tu es déjà structuré pour le faire? Ah non, moi structuré. L'accompagnement des entreprises. Ouais. Moi ici, par exemple, le centre, il est voué un peu à ça aussi. Hein. Il est voué dans vos formations qu'on a décrites tout à l'heure. Hein. Non, mais le centre, il est voué effectivement à aller plus loin que ça, à faire de la formation d'entreprise. Non, j'ai eu cette grande mission donc avec les AGF. Bon, après j'interviens de temps en temps hein, sur
Moi, je suis intervenu sur la mairie de Tarbes, pour des agents de Tarbes. Non, moi, il me semble que c'est vraiment important. Oui, structuré, nous, on l'est. Tu interviens en entreprise. Oui, pour répondre aux exigences de l'entreprise, sans aucun problème. Ouais. On fera un petit rappel, une petite piqûre, entre Léo, sur le document hebdomadaire du MEDEF. Oui. Et on t'engagera à faire un petit résumé là-dessus. Oui, c'est oui, très intéressant aux entreprises. Les entreprises qui ne consulteront pas la vision. Non, mais je crois que c'est important. Je crois que, bon, après, un chef d'entreprise, bon, là, même si moi, je me considère même comme tout petit intervenant, je me dis, chef d'entreprise, il a quand même la mission de la sécurité de ses salariés. Mais nous, cette sécurité sur la route, je crois qu'on la touche pas du doigt. Ou alors faut-il la toucher. Rentrer dans les habitudes. Et oui, c'est plus attention. C'est là où ça arrive. L'an dernier, 480 morts des salariés, collaborateurs, sur la route pendant la période de travail. Que ce soit domicile de travail ou l'accident de mission, on est à 480 décès. Bon, c'est pas rien quand même. Et puis tout ce que ça peut engendrer au sein de l'entreprise aussi, parce que et des familles, n'en parlons pas. Et malheureusement, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça tous les jours. Et on sait ça, on connaît finalement le vaccin contre ça parce qu'on le connaît et on l'applique pas. Et ça, moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on pourrait dans tous les cas progresser et puis surtout protéger, parce que la question c'est quand même ça, c'est de protéger les gens et de protéger les familles. Oui, tout à fait. C'est quand même important. C'est quand même vrai parce que bon, moi, dans ma petite carrière, j'ai aussi travaillé sur l'étude des accidents. Quand on fait ça, quand on fait ces études d'accidents, on est confronté aussi aux familles, qu'on va interroger, etc., sur l'après-accident. Et là, c'est compliqué. Mais là, on se rend compte que un décès, mais c'est pas vrai. Il y a un décès, c'est la vérité. Mais on a détruit toute une cellule familiale. Bon, et c'est là que vraiment on touche du doigt. Et ce qui est quand même important, c'est ce qu'on fait toucher du doigt aussi quand on peut faire de la formation, c'est de faire toucher du doigt aux gens que c'est évitable. Parce que c'est ça la vérité. Si vraiment on n'avait pas de solution, bon, eh ma foi, on serait fataliste, mais on n'est pas fataliste. On sait qu'on a des solutions, on sait qu'on peut éviter tout ça. Bon, que fait-on pour l'éviter? Bon, très bien. C'est la grande question. Donc, je te repose la question. On fera un petit encart. Oui, sans problème. Notre journal, si tu peux. Oui. Qu'est-ce que tu attends d'autre du MEDEF, puisque tu es au MEDEF depuis des années avec nous? Après, on n'avait pas eu l'occasion de venir te rendre visite, le MEDEF, et puis après, je te poserai, on finira par le rugby, quand même. C'est important. Je sais pas s'il faut attendre quelque chose. Je sais pas si il faut se syndiquer pour en retirer quelque chose. C'est pas comme ça que je l'entends. Moi, je vois pas la bonne vision. Ouais, je vois pas la chose comme ça. Après, ce que je me suis posé comme question aussi, par rapport au MEDEF, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises qui peuvent adhérer? C'est un peu les questions que je me suis posées. D'abord, je me dis que l'image du MEDEF, aujourd'hui, elle est tronquée parce que on se dit, bon, c'est le 440, quoi, c'est ça, globalement, c'est à peu près ça, on se dit, le MEDEF, non, c'est la grosse entreprise, c'est bon, le peu, puisque bon, je suis là depuis pas très longtemps, que j'ai pu voir, que j'ai pu observer, que les gens que j'ai pu côtoyer, je me rends compte de non, c'est pas ça du tout. Donc, je me rends compte aussi que l'entreprise, elle a besoin, l'entreprise toute seule, elle ne peut rien. L'entreprise qui s'entoure, qui se regroupe, qui discute aussi avec les autres, elle en retirera toujours quelque chose. Mais je crois qu'il faut pas venir avec cet esprit de me dire je vais là parce que je vais gagner quelque chose. Moi, c'est pas comme ça que je peux voir, ni là, ni dans d'autres domaines. Bon, après, une nouvelle fois, je reviendrai sur le problème de la communication. Je crois que la communication, elle y a pas, pour l'instant, assez installée pour attirer finalement, mais peut-être pour expliquer que le MEDEF, c'est pas, il faut pas appartenir au 440 pour venir. Peut-être que si on allait plus vers les gens, et les petites entreprises comme la mienne, si on prenait le temps, alors ça c'est difficile aussi, ou si on communiquait peut-être différemment, mais je crois qu'il pourrait être aussi très intéressé. C'est vrai qu'on a mis un tamis avec une maille un peu fine, pas pour les cibler les gros, mais parce qu'on veut voir tout le monde avant de les intégrer. Donc on les reçoit à part, on fait des petits déjeuners, on a essayé de mettre des ambassadeurs sur tout le territoire, parce que c'est pas Tarbes qui va tenir le MEDEF dans le Pyrénées, on a des ambassadeurs sur Argelès, sur la Meusane, sur Vic, sur Montbourguet, on a fait tout le tour. Argelès, je sais pas si je l'ai dit. Donc, voilà, on a essayé de mailler tout le territoire pour que ce soit pas l'affaire d'un homme ou d'un président, d'un secrétaire général, que ce soit un collectif. Et ça marche très très bien puisqu'on a multiplié, vous avez faire 1000 et quelques pourcents d'augmentation. Mais c'est pas pour la gloriole. C'est parce que tu l'as dit,
On veut être, plus on est nombreux, plus on défend les entreprises, mais c'est toutes les entreprises. Oui. On se tire pour la bourrette, SCPME, c'est aucun intérêt. On est aussi MEDEF et Union des entreprises, et 2 salariés, 3 salariés, c'est pas grave. Parce que ce syndicat-là, il est déjà chez nous, MEDEF, au niveau parisien. Oui. On représente maintenant une centaine de syndicats au niveau parisien, donc on a toutes les professions de ce territoire de la France. Mais il faut qu'il y ait une diffusion locale sur le département, territorial, et c'est pour ça qu'on vous envoie, alors de temps en temps c'est un peu lourd, et encore, on essaye de bloquer, on vous envoie beaucoup de communication, la communication hebdomadaire, il faut juste aller regarder ce menu, il faut pas manger tous les plats, tu reçois X mails par jour, donc il faut regarder ce qui intéresse ta profession, ta société, ta structure, et puis développer là-dessus. Donc oui, on a récupéré Léo il y a à peu près 1 an. Oui. Il y a un gros boulot qui est fait, qui va continuer à faire, parce que on est sur tout type d'entreprise. On n'a pas de maille. Mais par contre, on fait attention à qui on rentre chez nous, parce que on n'est pas là pour faire du business, on est là pour faire avancer les structures, les dynamiques territoriales. On veut jouer groupe, c'est pour moi, je vais là pour faire travailler, ça n'a aucun sens. Non, mais l'esprit me semble... Des entrepreneurs intéressants. Moi, je crois que l'esprit est très positif. Après, c'est la réalisation sur le terrain. Les gens que je peux côtoyer, voilà, qui sont des petites entreprises. C'est vrai que quand on arrive à discuter de ça, voilà, mon adhésion au MEDEF, etc., c'est vrai que les gens, ils sont très surpris. Mais comment ça, c'est pas possible, voilà, t'es énorme, qu'est-ce que... L'image de marque du MEDEF d'il y a 30 ans, elle colle un peu au système. Parce qu'ils y sont pas. Mais quand on écoute notre président national de Bézieux, c'est 2 minutes le jour, il passe souvent, il se fera prends une demi-heure pour l'écouter. Et tu vas te rendre compte, déjà, il est comme toi, comme moi, c'est rien, mais les crânes, ça fait un petit moment qu'il les a laissés tomber. Et il s'est rapproché de toutes les entreprises. Oui, on a les gros chez nous, bien sûr qu'on a les gros. On a la Fédération du bâtiment, on a l'UMM, on a toutes, mais on a tous les petits syndicats. Mais c'est bien. Mais je crois que les petites entreprises ne sont pas conscientes de ça. Il me semble que, voilà, c'est ce qu'il faut, c'est cette ouverture d'esprit, cette réflexion qu'on peut avoir. Et je crois que les petites entreprises seraient partantes d'adhérer. D'abord, je me rends compte qu'il y a peu de gens qui se syndiquent, ça commence comme ça, dans tous les domaines. Mais cela étant, les petites entreprises comme la mienne, voilà, elles peuvent aussi, si tant est qu'elles aient l'information la plus précise possible, je crois qu'elles peuvent aussi, à partir de ce principe, que adhérer, c'est aussi, non pas rechercher une aide particulière, mais se sentir à un groupe et appartenir à un groupe, mais ça c'est important. Oui. Ensuite, pour finir, tu me dirais si t'as autre question, mais le couloir, là, il y a des photos, des posters de rugby de partout. Que tu nous en dis un peu plus. Tu es quand même impliqué sur le territoire, voilà, quoi. Parce que c'est aussi ça. Les assos, les clubs. Et moi, la notion de groupe, la notion d'entraide, etc., je l'ai connu avec le rugby aussi, parce que c'est ça. Non, moi, j'ai joué très longtemps. D'abord, j'ai joué à Tarbes, pendant un long moment de toute ma jeunesse, avant toute chose. Après, j'ai eu de la chance, mais à la limite, je me dirais, moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance dans le sport, personnellement, avant toute chose, dans le sport, et professionnellement aussi. Et je me dis que le sport a dû, quelque part aussi m'aider à faire bien des choses. Dans le rugby, oui, j'y étais beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je m'en suis un peu retiré, mais très, très impliqué, ouais. Bon, d'abord, en tant que joueur. Et puis, une fois que j'ai eu fini de jouer, je me suis aussi lancé dans l'accompagnement, je dirais aussi un peu comme ça. Donc, j'ai entraîné. Alors d'abord, j'ai entraîné. Alors je pense qu'on est plus éducateur que entraîneur avec des jeunes. Après, j'ai gravi les échelons. J'ai entraîné des réchelles et puis des seniors. Mais moi, j'en retire uniquement du positif de tout ce que j'ai fait. Bon, d'abord, on est champion de France. Bon, déjà, voilà. On peut pas faire mieux. Alors moi, j'ai perdu, par contre, moi, 3 finales de champion de France, mais ça faisait rien. Ce qui était important, c'était de participer. J'ai toujours adhéré à ça. Et après, là où j'ai eu de la chance, j'étais champion de France en tant qu'entraîneur, et avec mes 2 fils, en tant que joueur. Bon, donc c'était fantastique. Et en plus, le caméraman, c'était ma femme. Donc voilà, donc on a fait ça vraiment en famille. Alors moi, je trouve que le rugby, c'est vraiment le sport qui, dans tous les cas, personnellement, le sport collectif qui m'a apporté bon nombre de valeurs que j'ai essayé ensuite de répercuter tant au sein de mes enfants, d'abord pour commencer, que de mon travail. Et puisque je rencontre des enseignants, j'ai essayé aussi de développer cette philosophie, quoi, de dire que ces valeurs qu'on retrouvait de solidarité, etc., on peut les retrouver ailleurs.
dans le travail, par exemple, dans le groupe, dans les salariés. Non, moi je pense que le rugby c'est un beau sport et que notre département, bon, et voilà, mérite d'avoir quelques clubs de rugby qui peuvent aller, si ce n'est aller toucher du doigt le plus haut des niveaux, mais bon, avancer un peu, quoi, voilà. Tu as raison. Donc, les valeurs dans le collectif, hein, dans les moments faciles et dans les moments moins difficiles, moins faciles. Je te remercie. Gérard, t'as autre chose à voir ou pas? Non, c'était très sympa. Merci de nous avoir accueillis. On remercie Léo de nous avoir installé la visio. Puis il t'a remercié Léo de lui avoir fait passer le permis. Ça a été un client un peu particulier, très long. C'était pas son truc, la conduite. Par contre, son truc, c'est le MEDEF, quand même. Ça me rattrape. Mais il y a des gens qui sont doués pour les maths, d'autres pour le français, d'autres pour le rugby, et d'autres pour la conduite. Hein. Et il y en a qui sont pas doués. Et ça existe, ça. Donc voilà, c'est comme ça. Ça va s'améliorer. Mais ce qui ne veut pas dire, et on s'aperçoit d'une chose, une dernière chose. Les jeunes conducteurs, les plus brillants qui existent, ceux qui ont le permis à la première fois, très brillants, malheureusement, c'est ce qu'on va rencontrer le plus souvent dans les accidents. Voilà, donc ça ne veut pas dire que si je suis très bon mécaniquement, je suis un bon conducteur. Mais pas du tout, d'accord. Merci Gérard d'avoir rattrapé les dernières minutes. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.